Donc, bonjour à tous pour ce webinaire sur mon enfant ado et TDAH, conseils pratiques d'accompagnement pour les parents. Peut-être on va se donner encore 2 petites minutes pour laisser à tout le monde le temps d'arriver sur l'événement. Alors je vous propose qu'on commence. Donc on va commencer par un petit tour de table. Alors déjà merci beaucoup à Ezio qui nous permet de tous nous retrouver là aujourd'hui. Merci à tous d'être aussi nombreux là pour cette session. Sachant qu'on a même été complet. Donc voilà, c'est top de voir que ça répond à un besoin. Et puis merci donc au professeur Biulac du CHU de Grenoble qui va présenter donc tout le volet médical sur la thématique d'aujourd'hui. Et puis à Virginie Bouslama qui va nous partager donc son retour d'expérience en tant que responsable d'une association de patients sur le TDAH. Et avant de débuter, il y a Ezio qui va faire un petit mot. Donc je laisse Hélène, je vous laisse introduire. Oui, bonjour. Alors juste un petit mot, effectivement, pour Aesio, c'est un engagement qu'on a pris depuis quelques temps auprès des enfants et des adolescents qui connaissent des troubles cognitifs, notamment le TDAH, et puis de leur famille, pour les accompagner à trouver des solutions, des adaptations, en tout cas, voilà, essayer de leur apporter une aide au niveau du quotidien par de diverses manières, notamment avec une collaboration que nous avons avec Augustin et l'entreprise Digi, et donc de proposer aussi ce type de webinaire qui, j'espère, voilà, répondra à vos attentes. En tout cas, je vous laisse entre les mains expertes de nos 3 intervenants. Bonne session. Merci. Et bien du coup, professeur Biulac, on vous laisse poursuivre. Bonsoir à tous. Alors merci d'être si nombreux, et donc merci donc à l'équipe de Digi, à Ezio et aussi typique atypique d'être là. Donc moi je suis psychiatre pour enfants et adolescents au CHU de Grenoble, et je suis spécialiste du TDAH. Et notamment à la prise en charge des parents, et donc depuis de nombreuses années je mets en place des groupes Barclay. Donc dans un premier temps, l'idée c'était un peu de revoir un petit peu ensemble quels sont les principaux défis dans la gestion quotidienne quand on a un enfant qui présente un trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Alors le TDAH, d'une façon un petit peu caricaturale, on décrit le TDAH comme une triade associant inattention, hyperactivité, impulsivité. Maintenant, on définit ce trouble plutôt comme ayant une dimension, un trouble multidimensionnel, spectral, avec certes une dimension comportementale, avec l'hyperactivité, l'impulsivité motrice, mais aussi une dimension cognitive, avec l'inattention, et également émotionnelle, avec une dysrégulation émotionnelle. Et on sait bien que les enfants TDAH, ils présentent des difficultés dans la gestion des émotions.
Alors, les difficultés rencontrées au quotidien quand on a un enfant TDAH, eh bien, au niveau familial, ça va être ce besoin de répéter sans arrêt les consignes. Ce sont des enfants, des ados qui oublient, perdent leurs affaires. Ils ont des difficultés avec les règles de la maison. C'est ce qu'on va appeler la non-compliance et c'est vraiment ce qui sous-tend de façon le plus important les difficultés au niveau familial des enfants TDAH. Au niveau scolaire, ce sont des enfants qui ont des difficultés à rester en place, qui ont la bougeotte, qui ont besoin de se lever en classe, qui bavardent beaucoup, qui ont des difficultés à attendre. Ils sont distraits, distractibles, rêveurs dans leur monde. Et au niveau social, il y a également donc un retentissement et c'est souvent des enfants qui sont un petit peu autoritaires, bagarreurs, qui n'arrivent pas à attendre. Et un des retentissements, ça va être le fait qu'ils ne sont pas invités aux anniversaires, ce qui est bien sûr compliqué aussi pour eux. Dans les stratégies d'organisation, de gestion du temps, il est important de pouvoir mettre en place des routines comme le moment de partir à l'école, le moment des devoirs, le moment à aller au lit. Et ce sont des moments qui se répètent dans la journée, dans la semaine. Et ce sont des moments où on n'a pas le temps et c'est surtout pas le moment de discuter. Et par exemple, on sait que chez les enfants TDAH, ce que peuvent dire les parents, c'est on met plus de temps à se mettre aux devoirs que de faire les devoirs. Et donc, on passe plus de temps à discuter que à la réalisation de la tâche. Et l'intérêt de mettre en place des stratégies d'organisation, des stratégies de planification, de gestion du temps, c'est d'essayer justement de réduire ce temps de mise dans l'action, dans la réalisation de la tâche. Donc, dans ces stratégies d'organisation, de gestion du temps, on va essayer avec les parents d'essayer de se dire où, quand, comment. C'est-à-dire quand on va prendre une tâche, on va essayer de voir ce qu'on fait avant la tâche et ce qu'on fait après la tâche. Et pour essayer d'organiser, parce que la tâche en tant qu'elle-même, on peut pas vraiment la modifier. On va essayer de voir ce qui se passe en amont et en aval. Si la tâche qu'on choisit, c'est faire son cartable avant d'aller à l'école, eh bien, ça va être avant la tâche, comment je fais pour faire mon sac? C'est les affaires pour faire mon cartable. Et après, ça peut être la vérification avec d'abord l'enfant lui-même et aussi avec l'un des parents. Donc, vraiment, l'intérêt, c'est de voir comment on peut mettre en place ce type de stratégie. La gestion du temps on peut aussi s'aider d'outils visuels, que ce soit un timer, que ce soit la gestion, par exemple, du temps pour le lavage de dents. Plutôt que de dire il faut se laver les dents pendant 3 minutes, on va choisir avec l'enfant la chanson du moment qu'il aime bien et on se lave les dents la durée de la chanson. Et c'est plus un moment de discussion sur la durée du temps de lavage de dents, par exemple. La planification d'une tâche, c'est vraiment essayer de décomposer les actions et d'y aller pas à pas. Décomposer les actions, ça nécessite un petit peu une gestion d'esprit. C'est vraiment, on va dire à un enfant, va prendre ta douche.
Mais prendre sa douche, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire se déshabiller, mettre le linge sale dans le sac de linge sale, se doucher, se sécher, se mettre en pyjama et ensuite mettre sa serviette à sécher. Donc, la réalisation de la tâche, prendre sa douche, en fait, on peut la séquencer en 6 mini-tâches et en fonction de l'âge de l'enfant, on peut aussi céder plutôt, par exemple, de pictogrammes pour séquencer cette réalisation de la tâche. Ce qui est compliqué, on le sait, c'est également la gestion des transitions. Par exemple, quand on va faire les devoirs entre chaque matière, eh bien, ça peut être une mini-activité plaisir, ça peut être écouter une chanson. Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir tout anticipé afin que ce soit pas une discussion au moment j'arrête la tâche, au moment je me remets à la nouvelle tâche. Donc c'est vrai que on se dit mais il y a par quel bout commencer? Ce qui est important, c'est vraiment de se dire on s'attaque à une tâche, on choisit les devoirs, on choisit le départ le matin, le cartable et pas à pas. Alors l'idée c'est de commencer pas par une tâche trop difficile pour s'entraîner sur une tâche où facilement on va pouvoir mettre en place toutes ces différentes stratégies. Donc, l'intérêt du jeu Lusha, c'est vraiment d'aider justement à mettre en place ces stratégies d'organisation en se disant que les parents vont fixer des tâches à réaliser de la vie quotidienne et l'enfant, pour motiver l'enfant, il va y avoir des renforcements positifs et ça va être de jouer aux jeux vidéo. Si la tâche dans la vie quotidienne est réussie, l'enfant va gagner du temps de jeux vidéo. Donc ça, c'était un premier exemple de comment on peut gérer le quotidien, des exemples de stratégies à mettre en place et également comment l'application Lusha peut aider. Je pense qu'un point important, mais probablement qu'Augustin en parlera un petit peu plus, de la nouveauté, une des nouveautés quand même de cette application, c'est un outil qui peut servir aux parents, qui peut servir à l'enfant et qui peut servir aux parents et à l'enfant. Et l'idée, c'est que vraiment chacun aille dans cette application chercher ce dont il a besoin. Et ça, c'est quand même un peu une nouveauté avec cet outil. Donc là, on voyait bien que dans cette première partie, on allait utiliser Lusha dans l'interaction parents-enfants. Le groupe de parents, qui est un programme d'entraînement aux habiletés parentales, a plusieurs objectifs. D'une part, comprendre le TDAH et ses manifestations, améliorer les compétences parentales face aux comportements difficiles de l'enfant, diminuer les répercussions de ces comportements au sein de la famille et à l'extérieur, avoir un autre regard sur l'enfant, améliorer les relations au sein de la famille, s'enrichir des expériences de chacun et de chacune. Néanmoins, le groupe de parents a peu d'impact sur l'expression comportementale et cognitive du TDAH. Le groupe de parents, il vise vraiment à améliorer les interactions au niveau de la famille, au niveau parents-enfants, au niveau de la fratrie et au niveau
du couple parental. Le groupe Barclay, alors, peut se réaliser, à Grenoble, on le réalise de deux façons différentes. Sur 5 mois, c'est 2 heures, une fois tous les 15 jours, en dehors des périodes scolaires, à peu près avec 10 familles. Et pour les personnes qui habitent loin, on fait un groupe condensé, donc 2 jours pleins avec 8 familles en maximum. L'organisation est toujours un abord qui est sous-tendu par les thérapies cognitives et comportementales. Donc, les parents ont des exercices à faire à la maison. Il y a des informations théoriques, puis on explique les stratégies et comment les mettre en place à la maison. Donc, les grands thèmes, c'est vraiment l'information sur le TDAH, comprendre et agir sur la non-compliance. La non-compliance, c'est le fait que les enfants ont du mal à respecter les règles. On essaie d'améliorer les relations parents-enfants et il y a une séance qui est vraiment dédiée au moment spécial, c'est-à-dire comment réavoir des moments plaisir avec son enfant, comment on fait pour faire une demande, le système de points, le time-out, quand il y a des comportements qui ne sont pas acceptables, comment on fait les devoirs à la maison avec les collaborations possibles avec l'école, les espaces, comment gérer les troubles du comportement dans les espaces publics et anticiper les comportements à venir. La gestion de la non-compliance, c'est donc les difficultés que les enfants TDAH ont à respecter les règles de la vie quotidienne. Lorsque mon enfant n'obéit pas, je m'emporte facilement et après m'être énervée plusieurs fois, c'est la fessée, c'est insupportable. Donc, ce qui se passe au bout d'un moment, c'est les parents, ils ont une demande, va te laver les dents. L'enfant fait cette demande et ensuite on peut passer à autre chose, on peut avoir d'autres interactions. Si l'enfant ne fait pas la demande, on répète 3 à 7 fois. L'enfant fait la demande, on peut passer à avoir d'autres interactions. Je répète, l'enfant ne fait pas, il y a des menaces et à ce moment-là, c'est soit l'agressivité, soit la punition, soit l'abandon de la demande. Si bien que quand le parent va faire une demande, soit on va être directement dans l'agressivité ou la punition au fur et à mesure, soit on va abandonner la demande. Si bien qu'au niveau des parents, il y a vraiment un sentiment de non-compétence parentale et l'enfant, il va éviter toutes les stratégies. Donc, c'est très important de traiter cette non-compliance car c'est la plainte la plus fréquente des parents. Elle sous-tend la majorité des interactions négatives avec vraiment des émotions négatives qui vont être générées chez les parents et un échappement de la tâche à faire chez l'enfant, avec vraiment une utilisation ensuite de stratégies coercitives et moins d'activités de plaisir dans la famille. Il y a plusieurs facteurs qui vont sous-tendre cette non-compliance, que ce soit les difficultés d'attention soutenue des enfants TDAH, les fluctuations motivationnelles, le fait qu'ils ont des difficultés dans la gestion du temps, dans la gestion des émotions, les difficultés de planification. Donc vraiment, c'est important de prendre en charge cette non-compliance chez les enfants TDAH. Donc, lors du groupe Barclay, on fait vraiment cette analyse de la situation, du comportement et des conséquences. Donc, le comportement, problème, ça peut être il me répond, attend et continue de jouer. Donc, il est 21h, je demande à mon enfant d'aller au lit, il me répond, attend et continue de jouer.
Qu'est-ce que je fais comme conséquence? Je répète 3 fois l'ordre, puis je laisse tomber et mon enfant continue à jouer. Donc, on essaie vraiment d'analyser ces comportements, ce qui se passe en amont du comportement, la situation et les conséquences. Donc, que peut-on changer? Probablement, on essaie d'analyser la situation et les conséquences. Par exemple, être vigilant à la situation, c'est faire attention au moment, au lieu, à l'activité, comment je donne une consigne, comment je fais une demande. Par exemple, augmenter l'efficacité des demandes, ça va être une seule consigne à la fois. Une formulation simple et spécifique. Un ton neutre, mais ferme. Rester à côté de l'enfant. Quand je fais une demande, je ne suis pas en compétition avec le jeu vidéo, avec la télévision, avec tout un tas de bruits autour qui sont dans la maison. C'est important de pouvoir garder un contact visuel avec l'enfant, ne pas répéter la consigne, si l'enfant, bien sûr, l'a entendue et comprise, faire répéter l'enfant, être cohérent et voir comment on peut voir comment on peut évaluer ce type de demande. Dans la gestion des émotions, dans cette dimension émotionnelle du TDAH, on sait que les enfants, les adolescents TDAH, ils vont présenter des fluctuations émotionnelles, ils vont présenter une impulsivité émotionnelle, ils ont des difficultés aussi à reconnaître les émotions sur soi, sur les autres, et ils ont aussi des difficultés à exprimer leurs émotions. Donc, l'intérêt avec les enfants TDAH, ça va être aussi de repérer avec eux ces fluctuations émotionnelles, cette impulsivité émotionnelle et le travail sur ses propres émotions. Comment l'USHA peut nous aider dans la gestion des émotions? Eh bien, dans ce jeu, on va apprendre à reconnaître les émotions. Alors, les émotions chez les autres et les émotions chez moi. Et quand je repère chez moi que je vais avoir l'émotion colère qui commence à émerger, mettre en place des techniques de relaxation. L'idée, c'est vraiment d'essayer de favoriser la conscience des émotions que j'éprouve et encourager l'utilisation de stratégies efficaces pour gérer mes émotions. Donc, l'USHA peut aider donc dans la mise en place de stratégies, de planification, dans la gestion des émotions. Alors, ce que j'ai pas dit tout à l'heure par rapport au groupe Barclay, l'USHA peut aussi aider dans la mise en place du groupe Barclay, car nous avons mis en place, alors certes, c'est pas tout à fait comme un groupe Barclay, parce qu'il n'y a pas l'interaction avec le groupe, mais nous avons numérisé, digitalisé les principales étapes du groupe Barclay, et donc les parents peuvent consulter les différentes étapes du groupe. Voyons maintenant ce qu'il en est de la prise en charge multidisciplinaire du TDAH. Il y a d'une part les interventions individuelles, que ce soit en termes de psychothérapie individuelle, de rééducation, s'il existe par exemple une dyslexie, dysorthographie, la nécessité de mettre en place aussi une rééducation orthophonique, la prise en charge des troubles associés. Alors, en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, la comorbidité, c'est-à-dire l'association des symptômes entre eux, c'est plutôt la règle plutôt que l'exception. Et s'il y a une anxiété associée,
il faut aussi prendre en charge les troubles anxieux en fonction de l'intensité du trouble, des répercussions du trouble. On est parfois obligé aussi de mettre en place des traitements médicamenteux. Et puis, il y a tout le travail d'intervention familiale, que ce soit de psychoéducation, d'information sur le trouble. C'est très important que les parents comprennent ce qu'est le TDAH et comment s'exprime le TDAH chez leur enfant. La guidance parentale et les prises en charge familiales un petit peu plus spécifiques. Information et psychoéducation, c'est ce que je venais un petit peu de vous dire, la rééducation, la psychothérapie individuelle, les prises en charge familiales avec les prises en charge spécifiques, que ce soit en termes de guidance parentale ou du groupe Barclay. Peut-être juste quelques mots sur le traitement médicamenteux. Alors en France, on a d'autorisation de mise sur le marché uniquement les psychostimulants, le méthylphénidate, qui existe 4 formes à libération prolongée et une forme en libération immédiate. Donc, l'idée, c'était vraiment de pouvoir revoir rapidement avec vous quels étaient, comment l'Usha pouvait aider dans différents points du TDAH, que ce soit dans la planification, dans l'organisation, mais aussi dans les interactions familiales avec le groupe Barclay. Et je pense qu'on pourra aussi continuer à développer l'outil Lusha pour d'autres points, par exemple en termes de peut-être d'aide, par exemple pour la compliance au traitement, par exemple. Donc j'ai essayé de respecter mon temps de parole. Il est 20h30 et alors je crois qu'il y a pas mal de questions. Donc je vais voir si j'arrive à y répondre là un petit peu au fur et à mesure, tout en écoutant les autres personnes. Et je pense que maintenant c'est Virginie qui va intervenir. Ou Augustin, mais je pense que c'est Virginie, c'est ça? C'est Virginie, tout à fait. Très bien. Merci beaucoup, professeur Biolac. Et du coup, Virginie va nous présenter du coup son association de patients et puis elle va nous partager des retours d'expérience très pratiques en tant que maman concernée par le TDAH et les retours d'expérience des familles. Je vais partager du coup mon écran. Hop. Alors, ça me fait repartir depuis le début. Et voilà. Virginie, je vous laisse parler du coup. Ça marche. Merci. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Et puis, merci pour cette invitation. Je suis ravie d'être parmi vous. Du coup, je vais vous parler de l'association Typique Atypique que j'ai donc créée en 2018 et dont je suis la présidente. Donc, l'association est créée en 2018, un peu sur un coup de tête, puisque j'ai moi-même un TDAH. Et donc, un matin, en me levant, voilà, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose et que j'avais envie de partager mon vécu, mon quotidien, mes connaissances aussi. Et surtout, j'avais envie d'accompagner et d'aider d'autres familles qui étaient concernées et touchées par le TDAH comme moi. Du coup, l'idée est partie comme ça et puis l'association a très vite pris une ampleur assez importante que j'avais pas envisagée puisque je pensais qu'on allait rester une petite association locale. On est situé en Alsace et puis voilà, l'idée c'était vraiment proposer un groupe de parole aux personnes qui en avaient besoin, donc surtout des parents d'enfants qui ont un TDAH. Et puis après, moi, mon point vraiment d'appui, c'était informer, communiquer, sensibiliser via les réseaux sociaux, puisque j'aime beaucoup les réseaux sociaux. Et puis, je trouve que la communication est très importante et qu'on n'est pas très, très bon là-dedans. Donc, l'idée, c'était vraiment ça aussi, c'était diffuser cette information. Et comme l'a dit le professeur Biolac, c'est quand même très important à un moment donné pour qu'il y ait une meilleure connaissance et surtout une reconnaissance de ce qu'est le TDAH.
Sauf que finalement, ça s'est pas passé tout à fait de cette manière-là, puisque l'association a très vite pris une ampleur assez importante. Alors en 2020, on a intégré la coordination nationale du TDAH adulte grâce au docteur Sébastien Weibel, qui est un psychiatre spécialisé dans le TDAH de l'adulte aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui est aussi le psychiatre qui m'a diagnostiqué. Donc on a intégré cette coordination qui est vraiment qui fait un travail extraordinaire, puisqu'il y a un grand nombre de professionnels de santé qui sont dans cette coordination, donc sur tout le territoire français, et qui bien sûr œuvrent pour le TDAH. Dans la foulée, en 2021, on a été invité à être en lien vraiment rapproché avec un des 5 centres d'excellence que nous avons en France, dont un donc à Strasbourg, le centre d'excellence Strascend, dont le docteur Sébastien Weibel fait aussi partie. Et puis depuis, on est en lien quand même très étroit avec ce centre d'excellence qui notamment fait des travaux de recherche assez poussés sur le TDAH et également l'autisme, et puis le lien avec le sommeil et la prématurité. Et puis dans la foulée, comme on avait organisé une journée nationale de sensibilisation au TDAH, il y a des personnes qui m'ont contacté pour me dire que voilà, elles se reconnaissaient beaucoup dans l'association et qui ont proposé en fait de créer des antennes de l'association. Et puis comme je suis impulsive sur le moment, j'ai pas réfléchi, j'ai dit oui. Alors l'association en fait est vraiment née au départ d'une volonté de personnes, de parents comme moi concernés par le sujet, donc d'une volonté en fait d'informer, encore une fois, de communiquer, de sensibiliser, de soutenir aussi et d'accompagner les familles concernées. Alors nous chez Typique Atypique, on touche à toute la neurodiversité, donc soit le haut potentiel, le TDAH, l'autisme ou les troubles 10. Et en fait, les membres fondateurs sont bien évidemment concernés par ce trouble, alors pas tous, mais une grande majorité. Et donc c'est comme ça vraiment que l'association a pris son envol. Et puis surtout, l'association est partie de notre vécu, de notre constat, de l'errance médicale auquel on a eu affaire au départ avec nos enfants, puisque on savait pas trop ce qui se passait, on comprenait pas trop ce qui n'allait pas. Donc de fil en aiguille, voilà, on a beaucoup cheminé. Et puis au niveau des membres fondateurs, en tout cas, on s'est aussi beaucoup documenté, on a participé à beaucoup de conférences, on s'est formé également pour pouvoir en savoir toujours plus et puis pour pouvoir accompagner vraiment au mieux les personnes finalement qui avaient rejoint l'association, les personnes qu'on accompagnait à travers les groupes de parole. Et puis de fil en aiguille, on a proposé, on a été sollicité en tout cas pour donner des conférences, on a participé à beaucoup d'événements. Et aujourd'hui, l'association compte alors une dizaine d'antennes plus ou moins actives sur le territoire, dont une en Guadeloupe, puisque en fait les antennes, ce sont comme chez nous au sein de l'association des bénévoles, des membres bénévoles actifs. Ce sont des personnes qui font ça en plus de leur emploi. Et le credo chez nous, c'est vraiment de dire que chacun et chacune fait comme il peut, avec les moyens du bord, avec le temps qu'il a. On ne peut pas, enfin en tout cas c'est notre ligne de conduite. On ne peut pas imposer à des personnes qui font du bénévolat de finalement en faire toujours plus. C'est déjà extraordinaire pour nous d'être devenu une association nationale, d'avoir des antennes. Alors on couvre pas forcément tout le territoire, mais on a quand même un beau rayonnement. Et puis l'idée surtout, c'est vraiment de semer et puis encore une fois d'arriver à diffuser cette connaissance sur le TDAH et puis après de fil en aiguille, de pouvoir couvrir un peu tout le territoire et puis pourquoi pas d'avoir d'autres antennes encore qui vont se créer. Donc voilà un peu l'historique de l'association. Alors bien évidemment, je suis moi-même concernée puisque j'ai donc un TDAH, j'ai des enfants qui ont un TDAH. Alors je vous ai mis une petite infographie rapide, mais je crois que de toute façon vous aurez un replay pour que vous ayez un peu une vue d'ensemble de ce qu'on fait en fait et puis de qui fait partie de l'association, des liens qu'on a un peu avec différentes personnes, que ce soit donc des membres actifs, que ce soit des professionnels, que ce soit d'autres associations, et puis aussi que vous compreniez ce qu'on fait, ce qu'on propose, mais de toute façon on va en parler un peu plus
plus précisément. Donc voilà, ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est qu'on est aussi en lien avec donc le gouvernement, avec la délégation interministérielle pour le handicap, et puis par rapport à cette fameuse stratégie nationale, on est donc dans la coordination nationale du TDAH adulte, donc dans le centre d'excellence Trascendé, on est très très présent à leur côté, et on les soutient vraiment pour le travail qui est réalisé, parce que ils font vraiment un travail extraordinaire. Et puis on est aussi en lien avec la Haute Autorité de Santé. On participe, on attend de participer à un groupe de travail scientifique atypique sur la prise en charge du TDAH alors adulte cette fois. Et puis nous allons aussi avoir une mission de relecture de certains textes qui ont été rédigés par rapport à la prise en charge du TDAH de l'enfant et de l'adolescent. Donc ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, nos points principaux. Et puis bien évidemment, après, il reste les familles, qui est un gros volet de l'association. Alors, on a également, donc, on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, le but premier, vraiment, et celui-là, j'y tiens, et c'est vraiment un des piliers centraux, c'est vraiment informer et former également à travers nos interventions. Et puis, donc, voilà un peu tout ce qu'on fait, puisque nous, on accompagne les familles qui sont concernées donc, par cette fameuse neurodiversité dont on parle de plus en plus souvent, donc le haut potentiel, le TDAH, le TSA, les troubles 10, le fameux TOP, le trouble oppositionnel avec provocation, qui va d'ailleurs souvent avec le TDAH, également le harcèlement scolaire. Et donc, notre objectif, bien évidemment, c'est vraiment, en dehors de l'information et de la sensibilisation, c'est créer du lien entre les familles qui souvent se sentent isolées et ont l'impression d'être les seules au monde dans des difficultés insurmontables, alors qu'en fait, non, elles ne sont pas seules. Donc, créer du lien, accompagner ses parents, ses familles, accompagner même toute personne concernée, parce qu'on n'a pas que des parents, on a aussi simplement des adultes qui n'ont pas d'enfants, mais qui ont un TDAH, et donc de les accompagner un peu dans toutes les sphères de la vie, donc tant sur le plan scolaire que social, puisque on sait très bien que le TDAH impacte toutes les sphères de la vie. Et ce qu'on souhaitait aussi, et je pense qu'on c'est un pari réussi, on souhaitait aussi être un relais pour les professionnels. Et aujourd'hui, on est vraiment en lien rapproché avec certains professionnels. Alors, on a le docteur Sébastien Weibel, donc qui est psychiatre, qui fait partie des membres fondateurs. On a Mathieu Chevassu, qui est un jeune neuropsychologue ici en local aussi, qui est notre vice-président, qui a lui-même un TDAH, donc qui connaît bien le sujet. Et puis, on a beaucoup de professionnels, effectivement, qui nous renvoient les personnes pour participer à des groupes de parole ou pour simplement pouvoir avoir un échange avec nous, et puis qu'on leur donne un peu des trucs et astuces, des billes, en fait, voilà, pour arriver à avancer avec ce fameux diagnostic de TDAH. Donc ça, c'est pour le volet vraiment, j'ai envie de dire, institutionnel. Après, les activités au sein de l'association, alors il y en a plusieurs. Alors la première activité qu'on avait mise en place, là où il y avait vraiment un énorme besoin et une très grande demande, et c'est toujours le cas, c'est les groupes de parole et les tables rondes. Ça, c'est très très important. Et le groupe de parole, en fait, est vraiment un bienfait évident pour les familles ou pour les personnes même sans enfants, puisque c'est vraiment un moment où les gens viennent déposer ce qu'ils ont à déposer dans un cadre bienveillant. Il n'y a pas de jugement, chacun peut en fait vider son sac. Alors c'est parfois très émouvant, il y a des larmes qui coulent, il y a aussi des fous rires, mais le groupe de parole, je dis toujours, est la bouffée d'oxygène en fait, et un peu le point de départ vers un mieux-être. Après, il y a la sensibilisation aux côtés des experts, les conférences, les colloques, puisque on participe à de nombreux événements. Et puis, il y a aussi la réalisation de supports et de ressources, puisqu'on a réalisé déjà différents supports, un petit livret notamment sur les aménagements scolaires. Bon, on a des flyers, on a réalisé des petites plaquettes d'information justement sur le TDAH, entre autres. On a aussi réalisé un petit dictionnaire des acronymes en interne, mais qu'on peut diffuser, qu'on peut fournir, parce que les acronymes, souvent, c'est compliqué, on ne sait pas trop ce qu'ils signifient. On essaye, voilà, vraiment de proposer un maximum d'outils, un maximum de supports, un maximum de ressources, et puis surtout, et ça, c'est important de le dire, de vulgariser aussi. C'est important de vulgariser si on a envie qu'à un moment donné, tout le monde puisse accéder à cette connaissance et puis comprendre ce qu'est véritablement le TDAH, sortir un peu des préjugés, des fausses croyances. Donc, on a des partenariats, bien évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, avec des professionnels de santé. On a aussi des partenariats interassociatifs. On essaye vraiment de travailler en collaboration, main dans la main, avec un maximum de personnes
parce qu'en fait, c'est vraiment comme ça qu'on pourra avancer. La communication et la sensibilisation, on l'a dit, hein, c'est vraiment via les réseaux sociaux. C'est un peu mon dada. Donc, on est présent sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter, sur Instagram. On a un site internet. On essaye d'être partout. Je dis toujours qu'on essaye de répondre au mieux à tout le monde. On est sur tous les fronts. Les sollicitations affluent de tous les côtés. C'est pas toujours évident de répondre à tout le monde rapidement, mais voilà, on essaye vraiment de répondre au mieux à tout le monde. Et puis, au sein de l'association, on a quand même essayé de structurer au mieux nos activités, c'était important. Donc, on a différentes référentes. Donc, on a une personne qui est référente sur le trouble du spectre autistique, une référente donc plus sur le haut potentiel de TDAH. On a une référente qui est vraiment sur la scolarisation, donc sur tout ce qui est scolaire, qui est d'ailleurs une personne qui est enseignante spécialisée. Et puis, on a aussi une personne qui est référente harcèlement scolaire. Et bien évidemment, toutes ces personnes sont des personnes concernées par ces particularités, par ces difficultés. On avait à cœur justement d'avoir des personnes qui ont vécu ça, qui soient nommées en tant que référents, parce qu'on peut quand même en parler bien mieux que si on n'est pas concerné. Au niveau, donc je le disais tout à l'heure, des ressources qu'on a réalisées, on a mis un petit exemple là du flyer qu'on a fait sur le TDAH. Donc on l'a réalisé avec Mathieu Chevassus, qui est donc notre vice-président. C'est un petit flyer qu'on peut remettre à tout un chacun, aux enseignants, à toute personne qui est en lien avec l'enfant ou le jeune concerné. C'est aussi un flyer qu'on peut donner à des professionnels. Hein. On a aussi beaucoup de demandes de professionnels, alors pas forcément de santé, mais notamment de professionnels qui interviennent dans la petite enfance, dans les périscolaires, dans les structures d'accueil, les centres aérés. On a d'ailleurs, on fait un travail avec certaines structures à ce niveau-là aussi. Un travail de formation, d'abord d'information bien sûr, mais de formation. Et on fait aussi un travail de ressources. Donc, on leur donne ce qu'on appelle un peu une boîte à outils. En fait, on essaie de leur apporter vraiment de la matière et puis un maximum de trucs et astuces, d'outils, peu importe comment on les appelle, pour pouvoir gérer des enfants avec un TDAH. Et puis, on a cet outil que j'avais envie de vous partager, qui en fait est un petit livre, un carnet de liaison, qui a été édité par les éditions Tom Pouce, avec lesquelles on a un partenariat. Alors, c'est un carnet de liaison, un cahier de liaison qui a été fait pour l'autisme, mais qui en fait pourrait tout à fait s'appliquer aux troubles du neurodéveloppement en général, dont le TDAH. Et j'ai trouvé vraiment ce cahier extraordinaire, fallait y penser. C'est tout simple, c'est un peu sur le même principe que notre carnet de santé, sauf que il est vraiment appliqué alors là à l'autisme, mais comme dit, on peut l'appliquer au TDAH. Il est très très bien fait, il est très agréable, il est très facile à utiliser, et à l'intérieur en fait on peut vraiment communiquer, écrire, coller des photos. L'idée de ce cahier en fait c'est de pouvoir l'emmener et de pouvoir le faire consulter aux différents professionnels qui suivent un enfant qui a un TDAH, par exemple, des enseignants aussi, pourquoi pas, toute personne finalement qui suit un enfant qui a un TDAH. Donc vraiment, c'est un outil qui est vraiment, vraiment extraordinaire et encore une fois, qui est tout simple à utiliser, et je trouve c'est un outil qui manquait. Puisqu'on sait aussi qu'on a souvent plusieurs professionnels qui suivent un même enfant. Les professionnels sont quand même assez débordés, faut le dire, et souvent les uns ne savent pas ce que font les autres. C'est pas évident que les professionnels soient en lien ou qu'ils sachent qui fait quoi. Idem pour les enseignants. Et je trouve qu'effectivement c'est un outil qui pourrait être vraiment facilitateur. Alors, on a un petit volet aussi sur comment mieux collaborer avec l'école, qui est quand même important, puisque l'école, c'est une micro-société. C'est en général là que les premières difficultés arrivent, puisque c'est pas toujours évident quand on a dans une classe 25 ou 30 enfants et qu'il y a 1 ou 2 enfants qui ont un TDAH, avec tout ce que ça comporte. On a parlé des symptômes tout à l'heure avec le professeur Biulac. Ce qui est important, je trouve, et qui est nécessaire même, c'est d'informer les enseignants sur ce qu'est le TDAH, vraiment leur expliquer ce qu'est ce trouble. Si on n'en parle pas, si on n'informe pas, si on communique pas, la personne ne peut pas savoir, l'enseignant ne peut pas savoir, et c'est quand même un peu le point de départ, en fait, pour une meilleure connaissance, pour une reconnaissance, pour
la mise en place d'outils, hein, et donc on a des outils qu'on peut mettre en place qui sont quand même assez simples. Alors on a mis quelques exemples, hein, le ballon, le bureau vélo, l'élastique de chaise, il y a plein d'autres choses, hein. Il peut y avoir la petite galette de chaise là qu'on appelle le coussin dinaire, qui est un peu sur le principe du matelas haut, où l'enfant peut gigoter sur sa chaise, il a l'impression voilà d'être un peu sur un matelas haut, mais sans forcément dégringoler de sa chaise. Il y a des petits fidgets anti-stress que l'enfant peut avoir dans sa trousse. Il y a pourquoi pas un casque réducteur de bruit. Il y a vraiment beaucoup d'outils qu'on peut mettre en place qui sont pas dérangeants pour les autres. Et ça, c'est quand même très important de l'avoir en tête. Alors bien évidemment, pour mieux collaborer avec l'école, idéalement, demander une réunion avec l'équipe éducative pour pouvoir justement parler du trouble, parler de l'enfant et puis parler ensemble de ce qui peut être proposé, de ce qui peut être fait. Et donc, la petite règle des 4C pour cette fameuse coéducation dont on parle quand même beaucoup dans les textes officiels et pour cette coéducation efficace, donc connaissance, compréhension, communication, coopération. Je pense que voilà, tout est dit et je pense que l'idée, c'est vraiment d'aller dans cette direction, dans cette voie pour que tout le monde soit au fait, tout le monde soit informé. L'idée étant que on œuvre quand même pour le jeune, pour l'élève. Et de toute façon, quand il y a un TDAH, tout le monde est impacté, que ce soit l'enseignant, l'élève, le parent. Alors, dans les expériences personnelles et le vécu des familles, on a à peu près toujours les mêmes choses qui reviennent. C'est quand même un trouble qui est difficile à comprendre déjà quand on n'est pas concerné et on le conçoit. Il y a encore beaucoup, je l'ai dit tout à l'heure, de préjugés, de fausses croyances. C'est pas toujours évident et souvent les familles se sentent vraiment seules. Elles sont souvent aussi stigmatisées. Ça, c'est quelque chose qui revient systématiquement. C'est compliqué et on a souvent, alors notamment du côté des mamans, puisque c'est plus souvent les mamans qui s'y collent et qui sont dans les groupes de parole, des mamans qui ne se sentent pas légitimes, qui en fait sont en burn-out aussi, il y en a beaucoup, parce que l'enfant est pointé du doigt, parce que la société actuelle déborde d'injonctions, parce que le quotidien est affecté, que ce soit dans la sphère familiale, donc le couple, la fratrie, il y a la sphère scolaire, plus tard la sphère professionnelle, et c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Et moi, ce que j'ai envie de véhiculer, ce que j'ai envie de dire, c'est les parents sont légitimes. Vous êtes légitimes, vous êtes les premiers experts de vos enfants, et ça, on l'oublie beaucoup. Alors, il y a le diagnostic, il y a la prise en charge pluridisciplinaire par les professionnels, mais les parents ont aussi, entre guillemets, j'ai envie de dire leur mot à dire. Les parents sont les premiers experts de leurs enfants. Ils peuvent aussi témoigner. Et moi, j'aimerais vraiment rappeler qu'en tant que parent, alors je sais que c'est pas si simple, c'est souvent plus facile à dire qu'à faire, mais faites-vous confiance et ne lâchez surtout rien. Allez au bout des démarches, c'est dur, c'est compliqué, c'est épuisant, mais nous avons des droits, nos enfants ont des droits. Et puis, ce qui est difficile, bien évidemment, une fois qu'on est sorti un peu de l'errance médicale, c'est l'errance, quelle thérapie, quelle prise en charge va fonctionner pour mon enfant. Mais là aussi, c'est difficile, mais n'hésitez pas, faites-vous confiance et puis essayez plusieurs choses. Si un professionnel ne vous convient pas, ne convient pas surtout à votre enfant, si ça ne se passe pas bien, changez, essayez d'autres choses, mais voilà, faites-vous confiance et n'hésitez pas à foncer un peu, alors même tête baissée, j'ai envie de dire, mais voilà, c'est important pour votre enfant et pour vous. Top, merci beaucoup Virginie pour cette présentation. Donc rapidement, en quelques mots, je vais vous présenter donc le jeu LeChat. LeChat, donc c'est un jeu de e-santé qui est pour les enfants de 7 à 12 ans qui sont concernés par le TDAH. Et donc c'est à la fois pour les enfants, mais c'est aussi pour leurs parents. Et 7 à 12 ans, donc il y a un curseur sur cette tranche d'âge qui correspond à partir de 7 ans, où il y a besoin de savoir un peu lire, même si la plupart des textes sont lus et on n'a pas d'icône qui facilite l'accès. Alors, le chat, pour l'enfant, il faut voir que ça repose sur 2 piliers. Il y a un premier pilier qui est vraiment le volet organisationnel. Donc là, de manière assez simple, la réalisation des routines dans la vraie vie déclenche des récompenses dans le jeu pour encourager les bons comportements via des mécanismes de renforcement positif. Et puis, le second pilier, c'est le volet gestion des émotions, où via du contenu psychoéducatif qui est amené de manière ludique,
on accompagne l'enfant pour qu'il arrive à s'approprier des conseils qui sont issus de thérapies cognitivo-comportementales. Du côté parent, il y a un volet guidance parentale qui vous est proposé avec des synthèses du programme Barclay qui peuvent soit accompagner un programme Barclay que vous pouvez suivre à l'hôpital ou alors vous donner un premier niveau d'information déjà de votre côté. Et puis, vous avez un tableau de bord qui vous permet de suivre les progrès de votre enfant. C'est une solution qu'on a développée en collaboration notamment avec le professeur Biolac du CHU de Grenoble, avec aussi d'autres centres hospitaliers et qu'on souhaite faire devenir à terme un dispositif médical, même si ça n'est pas encore le cas aujourd'hui. Il y a un impact concret grâce à cette application qu'on a pu évaluer à 2 niveaux. Donc ça, c'est vraiment de la donnée d'usage. Donc c'est l'information qui est remontée par les parents. Et on voit qu'il y a un gain sur les compétences organisationnelles et sur l'estime de soi de l'enfant. Pour les adhérents à Aesio, donc Aesio prend en charge l'abonnement de l'application. Et pour en bénéficier, vous avez un formulaire qui a été partagé dans le chat. Donc voilà, un grand merci pour votre attention. Pour information, on poste beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux. De la même manière, n'hésitez pas de suivre Typique Atypique qui relaie plein d'informations très intéressantes. Et voilà, ça permettra d'être aussi informé sur l'arrivée d'autres webinaires, par exemple. Donc maintenant, je vous propose qu'on prenne un temps de questions-réponses. Oui, il y a beaucoup de questions dans le chat. Je pense qu'on peut déjà s'appuyer dessus. Eh bien, partons là-dessus. Alors, je crois qu'il y avait un certain nombre de questions plus médicales, peut-être, pour le professeur Biolac. Il y a des questions à la fois médicales et des questions notamment sur les antennes de l'association Typique Atypique et l'adresse du site internet ou en tout cas des pages sur lesquelles les personnes peuvent se rendre. Donc, si Virginie peut, dans le chat, communiquer les adresses de manière à ce que les personnes puissent s'y loguer, ce serait chouette. Ok. Alors, j'ai répondu à quelques questions là en direct. La question sur la génétique du TDAH. Alors, on ne peut pas dire que le TDAH soit une pathologie génétique. Il n'y a pas le gène du TDAH, mais on sait qu'il y a une vulnérabilité génétique. Ça veut dire que il y a dans les familles, quand on a un sujet atteint, on va retrouver plus de sujets atteints, mais il n'y a pas un gène du TDAH. Comme à l'heure actuelle, on n'a pas de façon individuelle d'analyse génétique à réaliser pour confirmer ou infirmer un TDAH. Alors, je peux vous livrer une autre question qui était au tout début de la présentation pour le professeur Biolac. C'était, est-ce qu'il faut mettre par écrit, par exemple sur une affiche dans la salle de bain, les séquences pour exécuter une tâche, lister les mini-tâches, etc. Est-ce que c'est utile pour les enfants de les avoir par écrit en visuel? Ce qu'il faut, c'est voir avec l'enfant d'abord son niveau de langage écrit. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on écrit? Est-ce qu'on fait plutôt des pictogrammes? Comment on fait ces petits pictogrammes? Est-ce que on fait ça justement ensemble? On va les choisir sur Internet, on les dessine ensemble. Enfin, ça dépend vraiment de. Alors, il y a des consignes, je dirais un petit peu générales, et après il y a vraiment à adapter en fonction de l'enfant. Alors, il y a aussi beaucoup de questions sur les formations type Barclay, auprès de qui on peut se renseigner en fait pour savoir où est-ce qu'elles se déroulent et est-ce qu'il y a des espaces où ce type d'information ou peut-être se rapprocher plus spécifiquement des hôpitaux. En tout cas, il y a une vraie demande sur cet accompagnement. Alors, on a créé là récemment la Société française du TDAH et j'espère qu'on pourra mettre justement ce type d'informations. Alors, ça dépend vraiment des villes. Il y a
vraiment des centres hospitaliers universitaires où il y a des groupes Barclay. Il y a certaines villes où même il y en a en libéral. Il y a des formations. Par exemple, le service du professeur Diane Perper à Montpellier fait des formations en visio. Il y a donc une autre association de parents qui est hyper super, qui je crois met un groupe parents aussi fait un groupe parents en visio. C'est un peu difficile de faire comme ça un listing, mais ce sont déjà des informations que je peux vous donner. Une autre question, quels sont les effets d'une ergothérapie sur les questions comportementales? C'est vrai que chez l'enfant, chez le jeune, chez le moins de 10 ans, on va plutôt mettre en place une psychomotricité. L'ergothérapie, ça va peut-être être plus sur s'il y a une dysgraphie associée, si on veut mettre en place l'ordinateur, mais bon, c'est aussi un petit peu au cas par cas. Après, je vais faire un tir groupé parce qu'il y a beaucoup de questions. Je pense qu'il y a beaucoup de parents d'adolescents devant leurs écrans. Et a priori, il y a une vraie demande sur l'accompagnement plus spécifiquement des adolescents avec les difficultés qui sont rencontrées notamment au collège. Et donc, voilà. Est-ce que il y a des choses qui sont plutôt prévues après spécifiquement pour les adolescents qui auraient un TDAH? Alors, chez l'adolescent, c'est vrai que, par exemple, le groupe Barclay c'est des techniques qui fonctionnent plutôt jusqu'à l'âge de 12-13 ans. Hein. Avec l'adolescent, ça va être plus quand même des prises en charge aussi individuelles sur la conscience des difficultés, sur les comorbidités, sur est-ce que il y a un trouble de l'usage, que ce soit addiction, différentes addictions. C'est sûr que on voit à l'adolescence émerger déjà les conséquences du TDAH non pris en charge de l'enfant. Je dis pas du tout que c'est parce que les médecins, les professionnels de santé n'ont pas repéré. Hein. C'est pas du tout. Est-ce qu'il y a plus de vigilance à avoir par rapport au traitement que suit l'enfant adolescent? Une personne qui s'inquiète par rapport justement à l'utilisation de psychotropes sur le comportement de l'adolescent et sur sa santé? Non, pas plus à l'adolescence que chez l'enfant. Même en tout cas, par exemple, un des effets secondaires du méthylphénidate, ça va être la diminution de l'appétit, et donc c'est pour ça qu'il faut surveiller régulièrement le poids et la taille. Ça dépend. À 15 ans, souvent, on a beaucoup moins ces répercussions sur la croissance. Enfin, ça dépend à quel moment ils sont de leur croissance. Mais il n'y a pas d'effet secondaire qui soit plus marqué chez l'adolescent par rapport à l'enfant. Alors, je regarde là, les dernières questions qui sont tombées. Alors, s'il y avait une question pour Virginie qui était comment peut-on faire pour avoir le flyer et Alors, il y a beaucoup d'intérêt pour le cahier de liaison. Ah ben, je vois que il y a un lien qui a été mis en place. Le cahier de liaison, en fait, c'est les éditions Tom Pouce qui l'ont édité. Donc, c'est commandé directement chez Tom Pouce. Alors, attention, hein, j'ai bien dit, hein, c'est un cahier de liaison qui a été réalisé au départ pour l'autisme, mais qui finalement, alors moi je l'ai lu et qui pourrait très bien s'appliquer, qu'on peut très bien utiliser finalement pour le TDAH. Alors, l'idée, le projet serait qu'on fasse un cahier de liaison spécifique pour le TDAH. C'est en réflexion. On va voir. On en a déjà parlé un peu en cours, voilà. Donc, nouveau projet. Et après, pour le flyer de l'association, enfin pour les infos de l'association, c'est simplement sur le site, sur les réseaux, ou nous contacter par mail, et puis nous, on envoie
toutes les ressources, les PDF, enfin tout ce qu'on a, il n'y a pas de problème. Sur le lien qui a été communiqué. On a pas mal de questions aussi sur le diagnostic, en fait, par qui il doit être fait, qu'est-ce qui est entre guillemets valable pour faire reconnaître un TDAH. Est-ce qu'il y a, je suppose qu'il n'y a pas un cursus spécifique, enfin voilà, mais il y a certainement des praticiens, des spécialistes qui sont à consulter pour avoir un diagnostic posé qui soit opposable entre guillemets. Alors le diagnostic de TDAH, c'est un diagnostic médical, hein, c'est pas un diagnostic posé par une psychologue, par une neuropsychologue. Donc certes, le bilan neuropsychologique, le bilan psychologique, il a un intérêt. Il peut aider au diagnostic, mais c'est un diagnostic médical. Donc, en réalité, toute personne qui connaît bien les troubles du neurodéveloppement peut poser le diagnostic du TDAH. Du coup, voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour. Enfin, je regarde dans les dernières questions. Augustin, je vous laisse aussi regarder un peu les dernières questions parce qu'il y en a beaucoup. S'il y en a qui vous... Oui, tout à fait. Il y avait des questions sur le neurofeedback. Je crois qu'on n'en a pas trop parlé encore. Alors, le neurofeedback, en réalité, c'est un peu compliqué de répondre. J'ai pas répondu parce qu'à l'heure actuelle, on n'a pas d'études, en tout cas valides pour dire c'est efficace dans le TDAH. Donc, d'un point de vue individuel, j'ai des familles pour qui ça peut avoir un intérêt, mais voilà. Bien, super. Je crois qu'on a à peu près toutes les questions, Hélène, non? Là, oui, je crois que j'ai à peu près fait le tour, en tout cas sur les grandes thématiques. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui est pressé d'utiliser Lucha, hein, parce que on me demande sous combien de temps le nouveau code pour le téléchargement sera disponible. On voit que voilà, il y a des ressources qui vont être utilisées assez rapidement. Eh bien, super. Bon, désolé, on a débordé un petit peu sur le temps qui était prévu et désolé aussi parce on répond pas exactement à l'ensemble des questions, mais on a dépassé donc le créneau. Je crois que là maintenant, il y a un petit sondage qui vous est partagé. L'idée est simplement dans ce sondage de nous préciser quels sont. Enfin, déjà, il y a une petite évaluation du questionnaire de votre côté, et puis de nous partager ce qui vous paraît le plus pertinent comme prochain webinaire pour voilà, répondre à toutes vos questions. Enfin, déjà, dans les questions que vous posez, il y a des orientations qui, je pense, vont nous permettre effectivement de proposer d'autres webinaires, puisque on voit effectivement que tout le parcours du dépistage au traitement, etc., peut-être est un sujet, en tout cas est un questionnement. On voit aussi que sur le sujet des adolescents, il y a beaucoup de questionnements. Donc voilà, mais n'hésitez pas à compléter le sondage pour nous faire partager effectivement ce qui vous paraîtrait, parmi les propositions qui vous seront faites, ce qui vous paraîtrait le plus pertinent pour vous dans la suite de ces événements. Ben voilà, donc merci beaucoup. Donc le webinaire sera en replay aussi. Vous allez recevoir le lien par mail, Hélène, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Et puis voilà, et nous on partagera une petite synthèse de ce qu'on vient d'échanger sur Instagram, sur la forme d'un petit post. Donc voilà, un grand merci à tous pour vos nombreuses questions et un grand merci Hélène, Virginie, le professeur Bulac, tout le monde. C'était une très belle session. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne soirée. Bonne soirée.